Installez-vous. Vous avez fait bon voyage, Snake? T'as pas une sèche? On ne fume pas ici, Snake. Appelez-moi Plisken. On va pas tortiller du cul pour chier droit, Snake. J'ai une mission pour vous. Je chie droit tous les matins, et je vous rappelle que mon nom est Plisken. La mission que vous allez effectuer est ultra top secrète. Je ne pourrai ni vous couvrir, ni vous secourir. Une fois là-bas, à l'extérieur, vous serez seul. Est-ce que c'est bien compris, Snake? Je vous ai dit que mon nom était Plisken. Votre nom à vous, c'est Hawk, c'est ça? Hein? Donc moi, c'est Plisken. T'as compris? Ok, Snake. Bordel, tu le veux vraiment, mon Snake? Hein? Tu le veux vraiment? Ouais, tu vas l'avoir, mon Snake. Tiens, regarde ça! Il est où? Tiens! À l'aide! Garde, sortez-le-moi. Je ne veux plus te revoir, Snake. Plisken! Oui. De toute façon, j'irai pas le chercher, votre président. J'aime pas le camembert. Suite à The Fog, John Carpenter doit encore effectuer un film pour la société Afco Embassy. Il leur soumet un scénario qu'il a écrit lors de ses années passées au sein de l'USC alors qu'il tournait son Dark Star. Il s'agit d'un futur chef-d'œuvre donnant naissance à un mouvement cinématographique encore peu reconnu, le film post-apocalyptique chromé d'anticipation et de dystopie. Je suis le cuistot du ciné et je vais tenter de vous faire un plat savoureux avec le film Escape from New York de John Carpenter. C'est parti. États-Unis d'Amérique, 1988. La criminalité et la délinquance ont augmenté de 400%, ce qui est un effondrement social dans le pays de la liberté. 1997, c'est ainsi que le gouvernement décide d'envoyer tous les opposants et gredins de tout genre dans un pénitencier sans gardien et entouré d'une muraille haute de 15 mètres. Cette prison se situe sur l'île de Manhattan et tout semble indiquer qu'on ne peut seulement qu'y rentrer, mais jamais en sortir. Le monde est en proie à une troisième guerre mondiale et seul le président des USA peut résoudre le conflit grâce à des documents importants. Mais c'est dans ce contexte qu'Air Force One survole Manhattan mais se crache en plein vol sur l'île à cause d'un groupe terroriste. Seul le président et ses documents avec lui survivent. Le gouvernement décide d'envoyer leur seul espoir afin de le retrouver et de le ramener. Il s'agit d'un renégat du nom de Snake Plissken. Écrit en 1970 et inspiré d'un roman intitulé Planet of the Damned, récupération de faits réels suite au blackout que subit New York dans les années 70 et qui fait apparaître un grand chaos, John réécrit le scénario jugé trop sombre par Afco Embassy avec son ami du début, Nick Castle, qui y ajoutera une note plutôt humoristique et plus légère. À la musique, un Johnny qui s'amuse à créer un thème culte et une bande-son génialissime, digne des westerns, mais avec une touche moderne de l'époque grâce au compositeur Alan Howarth qui s'associa avec JC afin de lui prêter son studio et fignoler les arrangements. À la photo, encore et toujours le génie de Dean Cundey qui utilisa des objectifs plus rapides afin de mieux capter l'obscurité et des lumières très puissantes nommées HMI qui participeront grandement à cette colorimétrie bleutée et très en vogue de l'époque. Ah bah j'ai pas l'air fin avec ma petite lumière. En chef décorateur, Joe Alves qui utilisera la ville de Saint-Louis comme un New York déserté jonché d'ordures et de bâtiments abîmés, car la ville avait subi un violent incendie quelques années auparavant et elle ne pensa pas ses plaies, faute de moyens. Aux effets spéciaux et visuels, on découvre des sous-fifres de Roger Corman. Pour ceux qui ne savent pas qui est Roger Corman, c'est un peu comme l'ancêtre des youtubeurs qui tentent de faire des films très ambitieux mais avec très peu de moyens. Exemple ? Il s'agit de plusieurs collaborateurs dont les frères Kotak et un certain James Cameron, qui ont par la suite œuvré sur Alien, Abyss, Terminator 2, Batman le défi et qui ont pour habitude de travailler avec peu de budget. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, je pisse. Mais dans la douche, tout habillé? Bah oui. Y a pas de petites économies. En
En effet, le budget sera de 7 millions de dollars, mais c'est déjà 6 fois plus que son précédent film. Au casting, que du grand cru. En vedette, Kurt Russell dans son premier grand rôle au cinéma. Au début, les studios voulaient Charles Bronson, voire même Clint Eastwood, qui était leur véritable premier choix. Et oui, il est toujours là, mon Clintounet. Mais Kurt et John, c'était un coup de foudre. Et lors de leur tournage ensemble sur Elvis, John recommanda et affirma Kurt. Mais pour garder cette ambiance western, on n'a pas réussi à avoir Clint, mais on appelle Papy Van Cleef. Lee Van Cleef, vieux baroudeur de films italiens western, même cas avec Ernest Borgnine, qui représentera plus la mort du western avec son rôle dans La Horde Sauvage. On va avoir Isaac Hayes dans le rôle du duc très funky et super dictateur au sein d'un New York en proie à l'obscurantisme. Harry Dean Stanton, gueule usée du cinoche et qui confirma son talent avec Paris, Texas. Adrienne Barbeau, en plantureuse petite amie de Harry, et en président apeuré, mais se révélant cruel à la fin, et plutôt assez comique, un des meilleurs amis de John Carpenter, Donald Pleasance, que vous avez déjà vu dans Halloween. Debra Hill, toujours là, à l'affût, était la responsable de ce casting. Et elle a encore eu du flair, la bougresse. Bon, eh bien, mon avis sur ce film, on va se faire d'abord la recette, et ensuite on goûte le plat. Et je vous donne l'avis. C'est parti. Mettez dans un bol une bonne saucée de 7 millions de dollars. Placez une poêle à feu doux sur la plaque. Attention de ne pas se brûler avec les bras zéro des New-Yorkais. Beurrez le fond de la poêle avec une photographie de Dinkin Day. Sublime. Ajoutez la viande de serpent. Versez la sauce et goûtez de suite pour le goût. Bon, eh bien, je vais vous donner mon avis pour ce plat. Le film est réalisé en 1981 et dans ce contexte, les spectateurs ont déjà découvert La planète des singes, les deux Mad Max, New York ne répond plus avec Yul Brynner, Apocalypse 2024, un film avec un chien, enfin c'est improbable, un chien je crois qu'il parle, si je me souviens bien du film, vous le trouvez sur Shadows. Les gladiateurs de l'an 3000, Demain les mômes avec Niels Arestrup, film post-apo, coproduit par la France, La course de l'an 2000 avec David Carradine, en mode La crampe de Pulp Fiction, et également Sylvester Stallone en mode frimeur italien, comme il sait faire. Mais personne ne prédestinait à ce que Escape from New York fasse 50 millions et devienne un film culte avec les années, et notamment grâce au VHS et Vidéoclub. Je le découvre un soir dans ma chambre à l'âge de 12 ans environ, avec une vieille TV hertzienne où on devait placer un cintre en ferraille pour essayer de capter l'antenne. Et il était 22h30, c'était deuxième partie de soirée. Et là, surprise, je suis submergé par le générique, simplement la musique. J'accroche direct, l'ambiance est posée, notamment avec la voix de Jamie Lee Curtis, que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui vous présente le New York de 1988 à 1997. On nous ouvre le film avec cette réalité alternative, mais qui nous semble plausible à cette heure. Et bim, on découvre un anti-héros avec un charisme de ouf et un mystère autour de son passé. Un personnage eastwoodien, donc, tout pour me plaire, et au générique, j'accroche aussi au nom de Lee Van Cleef et Ernest Borgnine et Harry Dean Stanton, évidemment que j'avais un petit peu de cinéphilie quand même. Et même si je connaissais pas ces noms, je trouvais qu'ils claquaient. Ce film est présent dans mon top 3 John Carpenter et j'avoue qu'il m'a ouvert sur le cinéma de John Carpenter et il bataille avec les deux autres, dont je tairai le nom, mais que vous pouvez voir dans mon top 10 John Carpenter. Mais c'est lui qui m'a ouvert aux films de genre, entre guillemets, à une époque où je regardais beaucoup de films de la nouvelle vague. Deux poids, deux mesures. Allez, on va se poser sur quelques plans de travail. Bah oui, parce que ici c'est de la cuisine, donc il faut même que je vous présente un petit peu les plans de travail. Le principe du plan de travail, c'est quelques plans que je vous expose. Et des plans du film qui m'ont plu, évidemment. C'est parti. Scène de jour avec les hélicos et un matte painting effectué par et oui, James Cameron, à savoir que la scène fut tournée dans un terrain vague et Cameron superpose New York en fond afin que le spectateur y croie. Il ne pouvait tourner à New York car il ne pouvait bloquer les rues. Voici un autre plan, un plan maquette très intéressant, car les maquettistes, dont Cameron encore, ont repeint un sol en béton afin de faire croire à de l'eau, car en maquette c'était assez visible, mais ici le sol ondulait à cause de la chape mal effectuée.
Et qu'est-ce que tu connais, toi, en chape, hein? Et enfin, cette scène est un faux plan séquence avec le début de la scène tournée au pied de la statue afin de situer l'action. Et hop, fondu au noir, on prend les hélicos, on se tire, on va au barrage de Sepulveda à Los Angeles et on tourne de nuit encore avec cet acteur, Tom Atkins, et on raccorde, et c'est génial, bordel, c'est ça le cinéma, c'est ça la magie. Allez, bande de gourmands, il est temps de savourer quelques anecdotes en dessert. C'est parti. J'ai choisi cette anecdote car c'est la seule que je n'ai pas vue sur YouTube. Et j'ai cherché. Joe Alves, le chef décorateur de ce film, est missionné en Arizona pour aller chercher dans une vieille casse d'avion des carlingues, des vieilles carcasses d'avion afin de récupérer pour faire l'épave de l'avion. Mais il est informé qu'à Saint-Louis même, un DC-8, je crois que c'est une espèce de Boeing, complet est à vendre et bingo! Ils ont l'avion et ça fait l'effet dans son film. Voilà, ce sera tout pour New York 97. Ne soyez pas impatients. Il y aura bientôt le prochain qui se nomme Christine. Et oui, pourquoi Christine? Je n'ai pas choisi The Thing. J'ai une intro à faire et il faut que j'attende que la neige tombe sur nos montagnes. Et donc, je la ferai certainement en décembre. Et puis voilà, rien d'autre à dire. Hasta la vista. Et n'oubliez pas le nugget d'or. Allez, salut.